Merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à ce nouveau webinaire. Alors, le webinaire d'aujourd'hui nous emmène au Cameroun et porte sur un sujet d'actualité qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comment tirer le meilleur des entrepreneurs, comment les accompagner au mieux pour changer la donne et apporter une réponse au chômage des jeunes au Cameroun, en particulier, mais également en Afrique, excusez-moi. Et pour cela, nos panélistes, accompagnés de notre manager Achille Tefong, apporteront des éléments de réponse. Pour ma part, je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting, et je suis en charge de modérer la présentation d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, je voudrais demander à l'audience si vous nous entendez bien. Et si c'est bien le cas, est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran? Vous voyez dans votre tableau de bord, vous avez un onglet questions. Et si vous pouvez mettre un petit oui pour que je m'assure que tout le monde nous entend bien et que nous puissions continuer. Cette même boîte à questions, vous pouvez vous en servir pour poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Alors, Julien Achille, peut-être que personne ne répond oui, donc je ne sais pas si tout le monde m'entend. Alors, en tout cas, veuillez noter que le webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet et dans le mail que nous vous enverrons dès demain. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien? Alors, ce webinaire sera présenté donc par Achille Tefong, qui est manager chez nous et qui est basé dans notre antenne de Yaoundé. Et à ses côtés, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Madame Aurèle Taillou, qui est CEO et fondatrice de l'entreprise Brain Booster, Monsieur Emmanuel Bébaud, qui est adjoint au directeur régional du Fonds national de l'emploi pour le centre, et Dr Ibrahim Abba, qui est directeur de la formation et de l'orientation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je fais durer le suspense, ils auront le temps de se présenter lors de notre panel. Mais avec nous, ils partageront leur expérience et leur vision sur l'écosystème entrepreneurial au Cameroun. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous présenter MSC en quelques mots. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Et nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde. Notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar, mais nous avons également des antennes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Chez MSC, nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Et aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, les startups tech, les entrepreneurs. Tout ça à travers l'Afrique et l'Asie afin de réaliser ensemble des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées qui, elles, proviennent de nos travaux de recherche sur le terrain. Et on essaye que ces travaux de recherche soient le plus enracinés dans une compréhension profonde de nos clients, de leurs besoins, de leurs perceptions et de leurs aspirations. Notre expérience, on la partage aussi à travers notre institut ELIX, qui est notre organe de formation. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de participer à certaines de ces formations. Et récemment, nous avons lancé le Hub de la finance digitale. L'objectif de cette nouvelle plateforme, c'est d'être une plateforme fédératrice qui contient l'ensemble des contenus disponibles en français qui concernent l'inclusion financière, économique et sociale. Et vous verrez, sur cette plateforme, nous avons dédié une partie
qui est une partie lab pour les entrepreneurs, les investisseurs, les incubateurs et les mentors. Et dans cette partie, nous essayons de mettre à disposition un maximum d'outils utiles à tous dans leur parcours d'entrepreneur et dans leur parcours professionnel. Alors, je vais pas passer trop de temps sur cette plateforme, mais sachez que cette plateforme est gratuite et nous voulons surtout faire en sorte que cette plateforme devienne la vôtre. Alors, n'hésitez pas à y aller, à vous l'approprier et à nous partager vos actualités. L'idée, c'est de pouvoir fédérer tous les acteurs autour des questions qui nous rassemblent. En tout cas, je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Achille pour la suite du webinaire. Merci à tous. Merci Rebecca pour cette présentation de MSC, longtemps connu comme Microsoft Consulting, et pour la présentation de nos différentes activités. Bonjour à tous les participants et bonjour très chers panélistes. Permettez-moi d'emblée de commencer cette session avec la citation d'un jeune entrepreneur au nom de Dieudonné qui disait que l'entrepreneuriat est porte vers une indépendance socio-économique financière de l'Afrique et la jeunesse en est la serrure. Aujourd'hui, dans la plupart des économies africaines, le concept d'entrepreneuriat est quasiment un phénomène de mode et je dirais même est devenu totalement banal. On observe une multitude d'entrepreneurs qui naissent tous les jours et d'entreprises qui sont créées tous les jours, mais qui meurent aussitôt. Par exemple, au Cameroun, certains estiment le taux de mortalité des entreprises à environ 36%, si je me réfère à la dernière recherche de l'Institut national de la statistique en 2016, et d'autres personnes l'estiment à 80%. Des chiffres médias, des médias en ligne au nom de Gamerbi. C'est-à-dire que le taux de mortalité ou de création d'entreprise est aussi élevé et intéressant. Et le Cameroun aujourd'hui est positionné à la 158e place pour le classement Doing Business, pardon, en 2015, je veux dire, a été positionné à la 158e place, mais aujourd'hui se trouve à la 167e place. On peut donc, selon les chiffres, constater qu'il y a eu une création d'entreprises d'environ 14 000 PME, aussi bien les plus petites que les moyennes entreprises, et comparé aux 13 000 qui ont été créées en 2018. Cela laisse croire qu'il y a davantage de personnes qui souhaitent pouvoir apporter de la matière, apporter de l'innovation au niveau de l'économie camerounaise. Cependant, les effets induits par la COVID ont pu justement impacter des entreprises, mais davantage les entreprises qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat de nécessité. Alors, il est clair que la mutation de paradigme se pose avec insistance. Donc, l'entrepreneuriat du changement semble aujourd'hui être une réelle nécessité au niveau de nos économies et demande justement à l'entrepreneur de comprendre de manière profonde son statut et les exigences qui vont avec. Pour en parler justement, MSC a travaillé sur des projets d'entrepreneuriat dans l'optique d'accompagner des organisations, soit des bailleurs, des institutions étatiques et bien d'autres institutions, et également à travailler à mettre en place des structures d'accompagnement, à travailler à mettre en place des bootcamps pour pouvoir renforcer les capacités et les compétences des entrepreneurs. Avec justement l'appui de la Fondation Mastercard, nous avons pu mettre en place un cours gratuit sur le hub de la finance digitale dont Rebecca parlait tout à l'heure, pour justement accompagner les entrepreneurs sur les bases de l'entrepreneuriat. Alors, je ne sais pas s'il y a des bailleurs de fonds qui nous écoutent en ce moment, mais l'objectif de ce cours, c'est de pouvoir apporter ces informations
ou ces compétences aux entrepreneurs. Mais plus loin, nous souhaitons traduire ces cours pour le Cameroun, par exemple, traduit en Fulbe, en Medjumba, qui est une langue de l'Ouest du Cameroun, et en Fang, pour contacter les personnes originaires des régions du centre et du sud. Et par exemple, pour des régions comme pour des pays comme la RDC, nous souhaitons traduire le cours en Lingala et Wolof pour le Sénégal. L'objectif ici est de pouvoir embrasser les entrepreneurs qui n'ont pas ces compétences-là, mais venir avec des compétences, des informations dans les langues locales. Donc, revenons pour le moment à ce qui nous rejoint. Donc, comment rendre les jeunes financièrement indépendants et sur quels leviers différents pouvons-nous actionner au niveau des différentes parties prenantes. Donc, pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir ici parmi nous Mademoiselle Aurel Dayou, qui est une jeune entrepreneur, je pense, qui a fait ses classes et qui fait ses classes au Cameroun, qui est promotrice du Coworking Space Brand Booster, et je pense qu'elle aura l'occasion de nous dire un bonjour. Bonjour, Mademoiselle Dayou. Alors, je pense qu'elle aura l'occasion de nous dire un bonjour tout à l'heure. Et par la suite, nous recevons également M. Emmanuel Bibo, qui lui est adjoint au directeur général du Fonds national de l'emploi, qui est justement le fonds qui s'occupe d'élever le niveau d'employabilité au Cameroun. Monsieur Bibo, bonjour. Alors, j'espère que je suis audible. Et la troisième personne, Dr Ibrahim Abba, qui lui est directeur de la formation et de l'orientation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun. Docteur Abba, bonjour. Bonjour mon cher ami, comment tu vas? Très bien, merci Docteur Abba. Très heureux de vous avoir sur ce panel. Alors, sans plus tarder, en attendant que Mademoiselle Taïou nous dise un petit bonjour et que M. Bébé aussi nous dise un petit bonjour, je vais peut-être passer la parole directement au Dr Abba avec cette première question qui certainement est aussi de l'intérêt de nos participants, qui est celle de savoir, Dr Abba, je me tourne vers vous, quelle analyse faites-vous de la situation entrepreneuriale au Cameroun de manière générale? Très bien, merci Monsieur Achille. Bonjour à Madame Rebecca, bonjour aux autres copanélistes. Je suis très ravi de participer à ce webinaire. Je voudrais vous remercier, vous les organisateurs, de m'avoir associé à cette réflexion qui me semble fort intéressante, surtout dans la mesure où, comme vous le savez, dans un contexte où la Covid a fait perdre pas mal d'emplois, où pas mal d'entreprises ont connu des difficultés, vous l'avez si bien relevé s'agissant du taux de mortalité des entreprises au Cameroun. Je pense qu'avoir pensé à l'entrepreneuriat comme thématique devant intéresser les jeunes est une bonne chose. Maintenant, vous me demandez de vous donner la situation de l'entrepreneuriat au Cameroun, mais écoutez, pour moi, il faudrait d'abord, avant de vous donner quelques éléments statistiques ou une photographie de la situation entrepreneuriale dans mon pays, permettez-moi de vous dire quelques éléments clés qui me semblent importants sur la thématique liée à l'entrepreneuriat. D'abord, la question du salaire ou de rémunération semble être de moins en moins présent dans la dynamique économique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, même dans les pays en développement, il est observé une baisse du salaire ou de revenus, ou la part des personnes qui gagnent effectivement leur vie à travers les salaires, dont
les employés. Ce constat, il y a des statistiques de la Banque mondiale qui montraient environ 85% des emplois salariés dans les pays développés, tandis que dans les pays en voie de développement, ce taux se situe au niveau de 55%. Deuxième constat à relever s'agissant effectivement de la piste entrepreneuriale, puisque dans ce premier constat, vous comprendrez que lorsque l'enrôlement des travailleurs salariés baisse, que ce soit dans les pays développés ou les pays en développement, la meilleure piste qui s'offre aux travailleurs, certainement, ou à la population active, serait l'entrepreneuriat. Le deuxième axe, c'est que nous constatons que, ou le deuxième point, nous constatons que beaucoup de personnes qui ont de travail ou qui effectivement sont des employés salariés ont comme seconde activité, source de revenus, l'auto-emploi. Et là, ça montre effectivement l'importance de l'entrepreneuriat. Troisième point qu'il faut également relever, c'est que de plus en plus dans le monde, les micro et petites entreprises constituent une source d'emploi importante et à un point effectivement négligé. Et enfin, pour vous dire ô combien la problématique entrepreneuriale est importante, c'est que lorsque les demandeurs d'emploi, comme les jeunes qui sont à la recherche de cet emploi, n'arrivent pas à trouver un, alors, et que véritablement les entreprises ou les employeurs n'en créent pas, la source évidente pour ces jeunes reste l'auto-emploi ou la micro-entreprise. Donc voilà pourquoi la thématique que vous nous avez conviée semble être véritablement intéressante et que je pense, de mon point de vue, c'est important que les jeunes, sur les 3 ou 4 points que je viens d'énumérer, tout donne une ouverture pour qu'effectivement, ils s'intéressent à l'entrepreneuriat. Maintenant, revenant sur le contexte camerounais, bien évidemment, on peut quand même le dire de manière générale que l'entrepreneuriat est en marche dans notre pays, au Cameroun. Il faut tout simplement se référer au plan stratégique national du développement de l'entrepreneuriat en cours de gestation, qui en réalité s'est arrimé à la stratégie nationale SN30, qui se veut véritablement amener les jeunes à s'intéresser dans les activités véritablement le secteur de l'énergie renouvelable, le secteur de l'économie sociale, le secteur de la transformation des richesses. Et donc ce plan, cette stratégie nationale de l'entrepreneuriat au Cameroun constitue, de mon point de vue, une volonté manifeste des pouvoirs publics à pouvoir adresser, n'est-ce pas, ou donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir entreprendre. Et par-delà ce plan stratégique, il vous souvient que le gouvernement a mis récemment une stratégie nationale de développement national qu'on a appelée SND 30 à l'horizon 2030. Et effectivement, vous allez comprendre qu'un des aspects que le gouvernement a mis pour pouvoir encourager les jeunes, c'est la notion des champions nationaux, qui voudrait effectivement faire en sorte que dans chaque secteur de l'activité économique, qu'il y ait un Camerounais ou des Camerounais qui puissent véritablement porter ces secteurs dans le cadre de la création de richesses et donc à ce niveau bénéficier des accompagnements institutionnels prévus par les pouvoirs publics. Maintenant, s'il faut convoquer les statistiques, Achille, vous m'avez devancé sans doute, mais je voudrais ajouter quelques éléments pour dire que effectivement, lorsque nous convoquons le dernier recensement général des entreprises qui date de 2016, nous constatons quand même, comme vous l'avez très bien rappelé, qu'entre 2018 et 2019, il y a quand même un accroissement d'environ 800 entreprises ou qui s'appellent petites et moyennes entreprises ou les très petites entreprises qui ont été créées dans notre espace économique, même si vous avez dit il y a environ 36% de taux de mortalité. Cela veut dire que si nous faisons une différence, on va se retrouver quand même au moins à une
70% de ces entreprises qui résistent. Donc, et puis, suivant également cette statistique de l'Institut national de la statistique, on se rend quand même compte que ces très petites entreprises sont en majorité occupées par les jeunes dont l'âge varie entre 20 et 40 ans. Donc voilà, pour vous dire de manière très succincte, quel est le paysage national en rapport avec la situation entrepreneuriale dans notre pays. Mais je pense quand même qu'il y a des belles perspectives, étant donné que plusieurs autres projets qui sont en cours d'implémentation par les pouvoirs publics, par les partenaires techniques et financiers, présagent effectivement d'un lendemain meilleur. Je citerai, comme vous le savez tous, le plan Ténat spécial jeune, qui est une offre du président de la République à l'endroit de sa jeunesse et qui participe à mettre en place, à accompagner les jeunes dans l'installation en auto-emploi, que ce soit dans le secteur de l'économie numérique, que ce soit dans le secteur de l'innovation, que ce soit dans le secteur agricole. Voilà, il y a d'autres projets, comme vous le savez, qui sont portés par, que ce soit le FIDA, qui accompagne le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, à travers le PA Jeunes. Il y a également d'autres programmes. Je suis ravi que le directeur adjoint de FNE qui soit là, il vous parlera des multiples programmes qui existent, qui sont en réalité une opportunité pour nos jeunes de pouvoir s'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc voilà, en guise d'introduction, M. Achille, ce que je peux vous dire s'agissant de la situation entrepreneuriale dans notre pays. Très bien, merci, Dr. Abba, merci pour cette introduction très fournie. Je vais justement me tourner vers M. Bebo, qui lui nous donnera peut-être un petit rappel, alors un petit état des lieux vu du côté du FNE, sans toutefois peut-être rentrer dans les détails parce que je pense qu'on aura l'occasion de développer là-dessus. Donc, M. Bebo, je vous laisse la parole. Quelle est justement la même question, l'analyse que vous faites de la situation entrepreneuriale au Cameroun? Vous êtes ouvert, vous pouvez parler. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler, mais on ne vous entend pas. Le temps que M. Bebo revienne à nous, je vais me tourner vers Mademoiselle Taillou. Alors, Mademoiselle Taillou, tout à l'heure, le docteur Abba a présenté la situation entrepreneuriale au Cameroun comme étant une situation en marche, avec pas mal d'initiatives qui auraient été prises par l'État du Cameroun. Il a évoqué le plan national de développement de l'entrepreneuriat, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, je m'en vais vous poser une question. Aujourd'hui, on a pour habitude d'évoquer comme obstacle majeur à l'entrepreneuriat l'accès au financement. Est-ce que de votre côté, en tant qu'entrepreneur, vous avez d'autres éléments que vous citerez comme étant majeurs par rapport à l'entrepreneuriat et comment est-ce que vous pensez que ces éléments peuvent être un frein à l'investissement ou alors à l'arrivée des investisseurs, que ce soit des investisseurs providentiels, que ce soit les fonds de capitalisme au Cameroun? Bon, déjà, merci. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette question on ne peut plus d'actualité puisque l'entrepreneuriat est vraiment à le vent en poupe en ce moment au Cameroun en particulier. Donc, se poser les questions sur les leviers, les freins, etc. Je pense que c'est la chose à faire. Donc, c'est vrai, effectivement, que le frein à l'entrepreneuriat qu'on a tendance à voir au premier chef est celui des financements, de l'accès au financement et tout, parce que évidemment, on ne va pas se lever du jour au lendemain et créer une entreprise sans rien du tout. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que cet élément lié au financement reste, à mon avis, l'un des éléments majeurs qui freine
l'entrepreneuriat. Pourquoi je reviens sur cette question de financement? Parce qu'il ne s'agit pas que des financements externes. Vous avez parlé de qu'est-ce qui représenterait est-ce qu'il y a des facteurs qui seraient une cause du fait que peut-être des bailleurs de fonds aient un peu moins de mal ou des réticences à soutenir les entreprises ou à investir dans les entreprises locales? Il faut noter que dans la plupart des cas, pour investir dans une entreprise, il faut que le porteur du projet lui-même ait un certain niveau d'investissement dans l'entreprise. Ça apporte une certaine, ça rassure en tout cas les investisseurs parce qu'on ne peut pas investir dans quelque chose où le porteur même du projet n'apporte pas grand-chose. Donc, si le porteur du projet n'est pas en mesure d'apporter un certain niveau d'investissement dans sa propre activité, c'est difficile d'être soutenu. Deuxièmement, il y a d'autres facteurs naturellement liés à la sécurisation des investissements. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans ce sens-là, qui rassurent les investisseurs, et ça, c'est lié à la politique locale d'incitation à l'investissement. Les questions, évidemment, que les investisseurs se posent, c'est qu'est-ce qui, comment je veux dire, quels sont les avantages que j'ai à investir dans X entreprises locales dans votre pays, etc. Il y a les éléments liés à la défiscalisation, etc., qui peuvent être des éléments qui incitent sous d'autres cieux. Donc, oui, ce sont des questions qui peuvent poser problème aux investisseurs qui souhaiteraient appuyer les entrepreneurs ici. Maintenant, pour des éléments autres que les aspects financiers, il y a évidemment la peur de se lancer parce que l'entrepreneuriat, évidemment, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Lorsqu'on commence, ce n'est pas du jour au lendemain que l'activité va produire des fruits. Et le système socio-économique fait que si tu es un père de famille, etc., il y a la pression sociale qui veut que le papa puisse venir aux besoins et tout. Et donc, lorsque les entrepreneurs ils font rapidement le calcul, après combien de temps je vais réussir à être rentable, etc., pour subvenir aux besoins, etc., il y a cette peur. Parce que ici, dans notre accélérateur d'entreprise, on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, qui ont des idées de projets, etc., et qui disent, voilà, je travaille quelque part, mais j'ai peur de quitter, par exemple, mon emploi et me lancer dans un projet, comment je vais faire si je n'ai plus de revenus, etc. La peur, c'est vraiment l'une des choses qui ralentit beaucoup. Et du coup, évidemment, il y a des programmes qui existent pour accompagner les entrepreneurs. Maintenant, peut-être c'est la question des canaux d'information par rapport à cela, parce que quelqu'un qui veut se lancer, beaucoup ne sont même pas au courant, en tout cas, des programmes qui existent, des programmes d'incubation, etc., qui existent pour les accompagner dans leur premier pas, dans leur aventure entrepreneuriale. Plusieurs se demandent où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis, par manque d'informations, baissent les bras. Maintenant, aujourd'hui, je pense que les problèmes qui se posent sont moins au niveau du démarrage qu'au niveau du développement de l'activité. Parce qu'on a quand même un fort taux d'entreprises qui se créent. Les procédures de création d'entreprises ont été vraiment facilitées au maximum pour rendre aisée la création d'entreprises. Maintenant, je pense que le problème n'est plus tant au niveau de créer une entreprise. Ça se fait assez facilement.
c'est maintenant de la rendre solide, la développer et la rendre durable, en fait, et rentable. C'est à ce niveau-là, véritablement, à mon avis, que se trouve le problème. Dans notre pays, en tout cas, je pense que c'est là qu'est toute la question. Donc, voilà. Bien, merci. Merci, mademoiselle Taillou, pour cette intervention. Je ne sais pas si M. Bebo est revenu avec nous. M. Bebo, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, on a du mal à vous entendre. Peut-être on va rester chez vous, mademoiselle Taillou, parce que vous avez évoqué justement un élément fondamental par rapport au problème lié à la politique fiscale, qui est justement un des aspects essentiels pour l'attraction des investisseurs. Aujourd'hui, en termes justement de difficultés majeures, y a-t-il une disparité en ce qui concerne les entrepreneurs femmes et les entrepreneurs hommes? Vous qui êtes aujourd'hui entrepreneur femme, est-ce que vous avez connu beaucoup plus de difficultés que vos collaborateurs, vos collègues, je dirais ça comme ça, masculins? OK. Je dirais que déjà, quand on interroge les chiffres, le nombre de femmes entrepreneurs est beaucoup moins élevé que le nombre d'hommes. Je crois qu'on est autour de 37% de femmes entrepreneurs au Cameroun selon l'INS. Je pense que les principaux problèmes sont de nature, premièrement, socio-culturelle, puisque ce qui est certain, c'est que pour mettre en place une entreprise et conduire une entreprise, ça demande du temps, premièrement, rien que ça, le temps. Ça, c'est l'une des choses dont disposent un peu moins les femmes parce que, au-delà du rôle sur la sphère économique, elles portent, d'un point de vue culturel, un rôle très important dans la cellule familiale qui leur laisse donc peu de temps pour pouvoir se consacrer au développement d'une entreprise. Donc ça, c'est l'un des freins. Il y a également l'accès, comment je veux dire, l'aspect lié au niveau de l'éducation. Je ne t'apprends rien, Achille, et puis à nos auditeurs aussi, lorsqu'une femme commence à évoluer un peu trop dans ses études, on commence à lui dire, OK, attention, si tu fais trop le long crayon, tu auras des difficultés à trouver un mari, puisque c'est un peu une priorité dans notre culture. Et qui dit entrepreneuriat, qui dit développement d'une activité, dit compétence. Donc, on a tendance à retrouver les femmes dans des activités, je vais dire quoi, informelles ou des entreprises de très petite taille. Difficilement, on voit une évolution fulgurante d'entreprises portées par des femmes. Il y a des modèles, il y a des exemples, mais elles sont encore très, très peu représentées. Et ça, c'est parce qu'à un certain niveau, ça demande de l'investissement personnel, beaucoup d'investissement personnel. Donc, on a parlé de la question du temps, du problème socio-culturel. Ça demande des compétences. Et ça, également, c'est un problème parce que pour accéder à des compétences, il faut évoluer. Dans les études, il faut aller faire des formations, etc. Et ça, c'est également un frein pour les femmes dans notre environnement ici. Troisièmement, il y a l'élément lié, on en revient également toujours à la question de financement parce que c'est clair que c'est beaucoup plus aisé pour les hommes d'accéder au financement. Pourquoi? Simplement parce que dans la plupart des cas, il faut des garanties. Et ça, notre système est tel que peu de femmes ont la possibilité d'avoir des éléments de garantie, comme par exemple simplement des titres fonciers. Par exemple, je me souviens, j'étais à un mariage, pour la petite histoire, en zone Bassa, au Cameroun,
Et mon amie dont j'assistais au mariage m'a dit, voilà, quand chez eux, on ne donne pas les terres aux femmes. Donc, si son papa décède, c'est à ses frères qu'on va donner des terres. Ils ont plein de terres dans leur village, mais elle dit qu'elle, elle n'en aura pas. Simplement parce qu'on considère qu'elle est une femme, elle peut épouser quelqu'un qui n'est pas du même village et qui pourrait donc avoir accès à cette terre-là. Et du coup, juste, c'est-à-dire que par défaut, comme ça, entre son frère et elle, il y aura déjà une inégalité parce que son frère va recevoir en cadeau des terres qu'il pourra titrer et qui pourront lui servir, par exemple, demain, s'il veut investir, s'il veut créer une entreprise. Et elle, juste parce qu'elle est une femme, n'a simplement pas cette chance-là. Donc, il y a vraiment ce problème-là. Et puis, il y a également le souci de rôle modèle. C'est très important de pouvoir s'identifier, de pouvoir avoir des modèles auxquels s'identifier, pouvoir dire, OK, je vais faire comme tel, je vais faire comme tel. On médiatise ce qui est, je ne sais pas si je vais dire inutile, ou ce qui est censé divertir. On médiatise moins ce qui est censé inspirer. Et ça, c'est également le rôle de nos médias, de pouvoir, c'est-à-dire médiatiser. Si on veut inciter les femmes à l'entrepreneuriat, si on veut leur montrer que voilà, il y a des femmes comme vous qui font des choses extraordinaires, dont vous pouvez vous inspirer, etc. Il faut mettre en lumière les réussites de ces femmes-là, la carrière de ces femmes-là pour inspirer d'autres. Il faut créer des programmes pour amener ces femmes-là dans les écoles, par exemple, pour inspirer les jeunes filles à l'école, qu'elles puissent se dire, ah, ok, c'est possible, etc. Chaque fois je me souviens même à l'université ou quoi que ce soit, la plupart des professionnels qu'on a reçus comme rôle modèle pour nous parler, etc., c'était pratiquement à chaque fois des hommes. Je me souviens même quand je participais au programme Tech Women à la Silicon Valley, on devait présenter en fait le Cameroun, notre culture, on devait parler des rôles modèles, etc. Pendant ce programme-là, on devait parler des rôles modèles féminins. Donc, je suis allée sur Internet. Notre équipe, en tout cas du Cameroun, nous sommes allés sur Internet et on cherchait en fait des rôles modèles féminins dont on pouvait parler en fait pendant son programme et dire voilà, au Cameroun, on a une telle, ça c'était en 2016, qui fait ci, qui fait ça, etc. Mais je vous assure que les rôles modèles, en tout cas les femmes qu'on voyait sur la toile, je ne veux pas citer des noms, mais c'était dans l'industrie voilà, du divertissement, du sexe, etc. Mais c'est-à-dire qu'on a eu extrêmement de mal à pouvoir trouver des femmes voilà, des ingénieurs, des architectes, des entrepreneurs, etc., qui font des choses exceptionnelles et qu'on pourrait présenter en modèle inspiré d'autres femmes. Donc, moi, je dirais que voilà quelques freins qui sont le partage des femmes dans la sphère entrepreneuriale au Cameroun. Très bien, merci pour ça. Alors là, je vais me tourner directement vers Dr Abba parce que justement, si aujourd'hui il y a ces points socioculturels auxquels les femmes font face dans notre environnement, on se retrouve généralement en train de voir les femmes faire en majorité de l'entrepreneuriat de nécessité, c'est-à-dire entreprendre pour survivre, pour nourrir la famille. Je vais vendre mes beignets sur la petite route, je vais vendre mes petits arachides et ça, on dit j'ai entrepris, c'est de l'entrepreneuriat de nécessité. Donc, alors, docteur Abba, aujourd'hui, comment est-ce que on pourrait accompagner les jeunes Camerounais et Camerounaises, bien évidemment, à opter pour de l'entrepreneuriat à impact, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat de changement, plutôt que de l'entrepreneuriat de nécessité? Allô, vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien.
Très bien. Alors, comment accompagner les jeunes Camerounais à opter pour l'entrepreneuriat à impact plutôt que l'entrepreneuriat de nécessité? Je pense, comme vous l'avez dit, vous l'avez précisé, un accompagnement pour que les jeunes sortent de cette approche d'intérêt individuel pour pouvoir s'intéresser à un projet entrepreneurial à impact réel sur la société, à impact réel sur la communauté, à impact réel sur les besoins de la communauté ou de la société. À ce niveau, je pense que pour moi, il serait important que les contraintes que ma copanéliste vient de soulever semblent être ces contraintes qu'il faut absolument lever si on veut davantage que les jeunes puissent véritablement s'intéresser à un entrepreneuriat d'impact et donc résoudre un problème crucial de notre communauté. Je prendrai un exemple. D'abord, l'accompagnement sur ce que les anglo-saxons appellent de advisory service. Il faudrait effectivement un accompagnement d'abord à travers l'information dont les jeunes ont besoin pour pouvoir se lancer dans des activités entrepreneuriales. Nécessairement, les opportunités qu'offre l'environnement direct de ces jeunes-là en termes d'affaires, en termes d'activités. Et à cela, je pense que les programmes gouvernementaux devraient en réalité adresser cette problématique-là. Et Dieu merci, si je vous parle par exemple de programmes gouvernementaux, je vous parlerai d'un centre d'information et d'orientation professionnelle que les pouvoirs publics ont mis en place, dont le but est effectivement de donner toutes les informations nécessaires pour que les jeunes puissent s'orienter dans les secteurs à forte valeur ajoutée. L'autre élément que je voudrais peut-être dire pour pouvoir accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat d'impact, c'est lever la contrainte comme chère dame, chère créatrice d'entreprise a relevé la problématique d'accès aux finances, puisqu'elle a bien relevé le problème de garantie qui se pose avec acuité. Et là, effectivement, il y a un accompagnement, un programme que le gouvernement avait mis en place avec la société de leasing qui permet effectivement à ce que si un jeune veut véritablement créer son entreprise, alors il pourrait être accompagné pour tout ce qui a trait au financement des équipements où il n'a pas véritablement à débourser. Et là, un programme gouvernemental dédié à cette problématique est également mis en œuvre. Troisième contrainte qu'il faudrait lever et dont l'accompagnement de jeunes pourrait favoriser l'entrepreneuriat à impact, c'est la problématique de la formation professionnelle. Vous savez, un des véritables problèmes que nous avons, c'est que nos jeunes parfois veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il se pose un véritable problème de compétences requises dans des compartiments, comment dirais-je, dans des compartiments, on va dire, spécifiques. Vous voulez rentrer dans une affaire, vous devez savoir monter votre business plan. Alors, si vous ne savez pas, on doit vous accompagner. Il y a des programmes qui existent lorsque vous avez besoin d'avoir l'état de la comptabilité de votre entreprise. L'État doit vous accompagner et effectivement, vous avez par exemple au niveau du ministère des Finances des centres de gestion agréés qui ont vu le jour pour pouvoir aider, accompagner les jeunes à pouvoir tenir la comptabilité. Il y a en réalité, grosso modo, ce que moi je dirais, Achille, c'est que en fait, l'entrepreneuriat d'impact auquel nous devons drainer nos jeunes, plutôt que l'entrepreneuriat de survie, nécessite effectivement des vastes programmes gouvernementaux qui puissent véritablement les accompagner dans chaque cas pour que véritablement ils puissent être utiles à leur communauté. Je terminerai par une innovation que le ministère des Postes et des Télécommunications est en train de mettre en œuvre il y a de cela encore quelques mois, la question du cyberparc technologique
une sorte de Silicon Valley qui constitue une opportunité pour les jeunes, un accompagnement. Il y a en termes d'équipement d'informatique, la connexion à Internet, les mentors pour pouvoir amener les jeunes à développer leurs idées de projet. Je pense que c'est dans cette optique qu'on pourrait bien véritablement aider ces jeunes-là à s'intéresser beaucoup plus à un entrepreneuriat d'impact que à l'entrepreneuriat de nécessité. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce deuxième point. Je vais rester avec vous, docteur Abba. Justement, ne pensez-vous pas par rapport à cette volonté d'orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat à impact que l'éducation à l'entrepreneuriat serait une piste de solution? Et comment est-ce que vous pensez que l'éducation à l'entrepreneuriat, justement, pourrait être implémentée de manière durable au Cameroun? C'est-à-dire intégrer l'entrepreneuriat dans le système scolaire dès la base. Comment est-ce que vous pensez que ça pourrait être intégré au système éducatif camerounais? Et est-ce que selon vous, ça pourrait être un élément, une docteur Abba? Alors, je pense qu'il a été, il est coupé là. Monsieur Bebo, vous êtes revenu avec nous? Alors, je pense que la liaison aujourd'hui est tellement compliquée. Allô? Beaucoup de... Ah, voilà. Vous êtes... Oui. Est-ce que vous avez suivi ma question? Docteur Abba, vous avez suivi ma question? Alors, je pense que si Docteur Abba n'a pas suivi la question, on va peut-être revenir à cette question-là. Mais, oh, ok, il est là. Oui. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis désolé par rapport à la connexion qui est très instable. Alors, j'étais en train de dire que l'éducation entrepreneuriale. Oui, allez-y. L'éducation entrepreneuriale a été actée dans la stratégie nationale de l'éducation, dans ce qu'on a appelé le document de stratégie du secteur de l'éducation et de formation, où effectivement, du primaire au secondaire et au niveau universitaire et même à la formation professionnelle, aujourd'hui, la stratégie nationale du secteur de l'éducation prévoit effectivement que des curricula de formation soient véritablement montés pour susciter, n'est-ce pas, pour amener les jeunes à pouvoir avoir des aptitudes, des prérequis pour pouvoir effectivement monter leur affaire et puis s'investir dans l'auto-emploi. Et nous, au niveau de la formation professionnelle, nous avons l'accompagnement du Bureau international du travail pour que véritablement ce volet puisse se connaître un essor dans les jours à venir. Et pour vous dire vrai, c'est que avec le BIT, nous utilisons depuis aujourd'hui 3 à 5 ans le concept de gérer mieux son entreprise, qui est en fait un des aspects du développement de la culture entrepreneuriale. Et à ce niveau, chaque fois qu'un jeune arrive à la fin de sa formation, il y a des séminaires de renforcement de capacité préalables effectivement à son immersion dans l'entreprise, qui lui permet effectivement d'avoir toutes ces idées-là. Maintenant, au niveau de l'enseignement supérieur, souvenez-vous qu'il y a un projet qui avait été mis en place
par l'Organisation internationale de la francophonie, qui vise effectivement à mettre en place des incubateurs d'entreprises au sein des technopoles, on va dire des technopoles industriels au sein des universités. Et ils ont réussi ce galop d'essai dans des pays maghrébins comme la Tunisie et le Maroc. Et ils voudraient effectivement importer cette technologie pour pouvoir amener les étudiants pendant leur phase d'accumulation de connaissances, de se familiariser également avec les techniques de création d'entreprises pour pouvoir implémenter leurs idées de projet. Et à ce niveau-là, nous pensons qu'effectivement, l'éducation entrepreneuriale, de mon point de vue, reste un canal à explorer pour pouvoir orienter les jeunes plus dans la création d'auto-emploi et de micro-entreprises. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Justement, pour rebondir sur votre mot de fin, est-ce que des paramètres comme l'enseignement des soft skills, parce que tout à l'heure dans l'intervention de mademoiselle Taïou, elle dit qu'il y a un paramètre fondamental qui est la peur de se lancer. Et ça, ce n'est pas une compétence qu'on enseignerait lorsqu'on apprend à un jeune à faire un métier spécifique. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer justement ces aspects qui concernent les soft skills dans cette éducation à l'entrepreneuriat, non pas seulement aux jeunes qui sont déjà au niveau universitaire, mais aller un peu plus en deçà, c'est-à-dire enseigner aux jeunes du primaire la confiance en soi, le leadership, la capacité à pouvoir leader un projet. Comment est-ce que vous pensez que ça peut être intégré au système? Allô? Alors, est-ce que vous m'écoutez? Allô, Achille? Oui, allez-y. Oui, voilà. Alors, je vous reçois 5 Voilà, moi je pense qu'il faut faire la part des choses entre les connaissances transférables et des connaissances non transférables, c'est-à-dire qui découlent des aptitudes que détiennent des personnes dans leur façon de faire, où effectivement il est très difficile de les traduire en enseignement pour que les jeunes puissent les assimiler. Et c'est pour ça que le canal de l'apprentissage nous semble être un canal important pour pouvoir trouver le canal par lequel certaines attitudes professionnelles, certains éléments des compétences qui ressortent de la métacognition des professionnels puissent être copiés par ces jeunes-là. Et de mon point de vue, l'apprentissage peut être un canal. Cet apprentissage peut être aussi bien au sein des entreprises, comme cela peut également être expérimenté au sein des unités de production, au sein des ateliers, par exemple. Et donc, à ce niveau, je pense que nous avons un texte qui régit l'apprentissage au Cameroun, qu'on pourrait utiliser cela pour pouvoir enrôler les jeunes en fonction de spécialités qui sont les plus demandées par les entreprises, mais également en fonction de la disponibilité des mentors, donc de ceux qui sont au sein de ces entreprises qui peuvent accepter, accompagner ces jeunes à pouvoir acquérir des compétences dont le secteur productif a besoin. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette problématique de soft skills qui semble être difficilement transférable par enseignement, mais qu'à travers l'apprentissage, à travers le comportement, à travers le mentoring, les jeunes peuvent effectivement copier cette façon de faire, n'est-ce pas, ces attitudes-là, pour pouvoir les domestiquer et pouvoir eux-mêmes s'exprimer le moment venu. Très bien, merci. Alors, mademoiselle Taïou, je me tourne vers vous pour savoir aujourd'hui quelle autre solution
pourraient être mises en œuvre dans l'optique justement d'encourager, d'encadrer justement ces entrepreneurs-là et de favoriser l'éclosion de cette intention entrepreneuriale, intention entrepreneuriale à impact, bien sûr, au sein de la jeunesse camerounaise. OK. Alors, je dirais que, premièrement, les incubateurs, les accélérateurs, etc., qui existent, font des activités à leur niveau. Je crois que l'État également fait des activités à son niveau. Je pense que pour décupler les résultats, en tout cas des actions qui peuvent être mises en place, des actions incitatives, il faudrait un rapprochement entre les structures d'accompagnement et les ministères en charge de tout ce qui est entrepreneuriat, formation professionnelle, accès, autonomisation des jeunes. Pour déjà, premièrement, se rassurer de la qualité de l'accompagnement qui est mis en place dans les structures d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de structures d'accompagnement peuvent se créer, mais qui vérifie ou alors qui a un droit de regard sur ce qui est proposé dans ces structures d'accompagnement-là pour se rassurer qu'il y a effectivement une politique qui est censée se décliner dans les activités que ces structures d'accompagnement mettent en place. Je pense que ça ne devrait pas être les activités que ces structures d'accompagnement mettent en place. Au-delà des activités voilà, dont elles peuvent prendre l'initiative comme ça, il faudrait que les activités que ces structures portent découlent d'une politique nationale liée à l'incitation à l'entrepreneuriat, à l'encadrement des entrepreneurs, au développement des entreprises, et que donc l'État puisse être rassuré de ce qui est en train d'être porté comme message vers ces entrepreneurs, vers ces jeunes-là. Ça, c'est maintenant, parce qu'il y a pas mal d'idées. Par exemple, une chose que j'ai vue, j'ai fait plein de recherches sur des actions, des activités qui peuvent être mises en place pour inciter à l'entrepreneuriat. Comment tu appelles ça? L'entrepreneuriat d'impact. Par exemple, avec Tech Human, il y a un programme qui s'appelle Tech Innovation Challenge. C'est un programme justement qui s'adresse vraiment à des jeunes filles dans les lycées et qui a le programme est conçu tel que on amène ces jeunes filles-là à identifier des problèmes de société. On leur dit, OK, autour de vous, qu'est-ce que vous voyez comme problème, etc. Elles identifient les problèmes et on dit, OK, elles ont des mentors, on leur attribue des mentors à des équipes. On leur dit, OK, on va utiliser on va développer des petites applications informatiques sur smartphone pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, on identifie des problèmes de société vers une solution. Je pense que des programmes qui sont orientés dans ce sens-là peuvent permettre c'est-à-dire que dans l'éducation à l'entrepreneuriat qu'on peut mettre à la base, faire en sorte que les jeunes puissent toujours commencer par c'est quoi le problème qu'il y a, comment je peux résoudre. Là, ça développe en eux la volonté de résoudre des problèmes. Et du coup, s'ils veulent entreprendre, je pense que ce sera dans cette logique-là. Maintenant, ça, je pense que ça, c'est des choses qui doivent se faire vraiment à différents niveaux. On ne doit pas forcément chercher uniquement des résultats immédiats. Je parle d'éducation parce que si on veut avoir des résultats sur le long terme, il faudrait que même vraiment depuis l'école et tout, on commence à développer ça dans l'esprit des jeunes, de pouvoir chercher des solutions à des problèmes qui existent. Il y a beaucoup d'individualisme dans nos sociétés.
c'est pour ça, en fait, que les gens ont tendance à penser un peu à leur petite personne, commencent à penser à soi et à se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent, pour pouvoir voilà, gérer mes problèmes, etc. On pense qu'on peut faire pour améliorer une telle situation dans la société. Donc, je pense que c'est des programmes d'éducation à cette responsabilité sociétale qui doivent se faire depuis l'école. Et je crois que ça peut être intégré dans les systèmes scolaires. Et puisque c'est quelque chose qui peut être un peu fastidieux à mettre en place, il y a des petits camps qui peuvent, des caravanes qui peuvent être mises en place comme ça dans les écoles, dans les universités, etc. Et les institutions étatiques peuvent justement s'appuyer sur les ingénieurs, les structures, mettre ça en œuvre, autant dans les structures d'accompagnement pour les entrepreneurs ou les personnes quand ils viennent vers cette structure, que ce soit le même langage qui leur soit présenté. Donc, voilà ce que je dirais par rapport à la question. Je pense que vous avez totalement des idées, assez d'idées là-dessus, sur la question. C'est quelque chose de très intéressant. Je pense qu'avec le docteur Abba, on pourra organiser une autre plateforme pour échanger concrètement. Maintenant, je vais me tourner vers M. Bebo. Je ne sais pas si cette fois-ci, vous nous entendez. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez faire un signe? M. Bebo? J'ai l'impression que jusque-là, il n'a pas pu revenir parmi nous. On ne vous entend pas du tout. Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Donc, je vais peut-être donner le mot de fin au docteur Abba sur cette même question. Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes de solutions pour pouvoir encourager, encadrer et favoriser l'éclosion de l'intention entrepreneuriale au sein de la jeunesse camerounaise? Donc, la question vous est adressée sur d'autres pistes de solutions. Couper. Alors, les pistes de solutions. D'abord, je pense quand même, Achille, aujourd'hui, si je prends le contexte du Cameroun, une des pistes qui amènerait les jeunes à s'intéresser, c'est l'intervention des pouvoirs publics et de la société pour le changement de mentalité. Le changement de mentalité qui en réalité gouverne notre jeunesse pour dire que tout le monde fait l'école pour travailler dans la fonction publique. Tout le monde fait l'école pour être salarié dans une entreprise. En réalité, nous faisons de l'école pour après être chercheurs d'emploi. Je pense que le paradigme, ce qu'il y a lieu de faire pour l'éclosion de l'entrepreneuriat, c'est dès la base, faire en sorte que dès que le jeune commence à s'élever, à s'éveiller à travers l'éducation primaire, qu'il doit être dans une posture de pouvoir travailler pour son propre compte, mais en réalité, on travaille pour créer de la richesse, mais en fait, on crée de la richesse pour qu'elle soit consommée. Et donc, consommer veut dire qu'en réalité, on travaille pour résoudre le problème de la société. Donc, pour moi, je pense que un des aspects qui doit être de mise, c'est de pouvoir peser sur le changement de cette mentalité, donc changement de paradigme. Deuxième, autre piste maintenant, comme je l'ai dit, notre chef d'entreprise, notre copanéliste nous a présenté les panoplies de contraintes auxquelles font face les jeunes entrepreneurs. Et je pense que c'est à ce niveau que les interventions devraient s'y atteler, cibler ces contraintes-là pour que véritablement la question de financement qui se pose avec beaucoup d'acuité puisse permettre de lever les contraintes d'accès au crédit, puisqu'en réalité, c'est de ça
dont il est question. C'est de faire en sorte que, au niveau fiscal, les avantages existent. Rassurez-vous que lorsque aujourd'hui vous vous engagez à créer votre entreprise, vous avez une exonération fiscale qui est effectivement une réalité. Vous ne payez pas de TVA pendant un certain nombre de temps. Donc, il y a ces avantages-là. Mais encore, on ne doit pas s'arrêter là, puisque vous savez bien, si nous prenons le contexte du Cameroun, nous avons l'émergence aujourd'hui des régions. Le conseil, les régions sont déjà mises en place et il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on ne répète pas les mêmes erreurs, la pression fiscale, les tracasseries administratives. Donc, il faut qu'on veille à ce que les interventions des élus locaux ne puissent pas inhiber cet esprit entrepreneurial. Qu'il y ait une sorte d'une zone franche locale qui puisse faire en sorte que les jeunes s'intéressent davantage à l'auto-emploi. Je terminerai par ce volet qui parfois n'est pas très, on va dire, privilégié, l'intervention au profit des personnes handicapées. Pour parler ici de l'intervention au niveau social. Je pense qu'à ce niveau également, on peut faire en sorte que des jeunes qui sont nés ou qui ont des handicaps au cours de leur vie puissent pouvoir trouver des interventions publiques qui puissent adresser leurs préoccupations. Vous pouvez être handicapé visuel, vous pouvez être handicapé moteur, vous pouvez, mais qu'il y a des programmes qui peuvent vous permettre effectivement d'entreprendre, de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Je chute pour terminer sur la problématique de skills. Je pense que les créateurs d'entreprises ne vont pas nous démentir. Un des véritables problèmes que nos jeunes ont, c'est de pouvoir arrimer cette adéquation entre les compétences dont ils détiennent et l'exigence effectivement des activités génératrices de revenus. Et à ce niveau, je pense que je conseillerais plus les jeunes de ne pas aller individuellement, mais de beaucoup plus aller vers un projet communautaire ou un projet de groupe. Quand je dis communautaire, je ne fais pas allusion à l'approche ethnique ou l'approche religieuse, mais je parle de la communauté des acteurs qui puissent se constituer et faire en sorte des choses ensemble pour pouvoir réussir ensemble. Et c'est par là qu'on aura effectivement un entrepreneuriat d'impact qui viendra résoudre le problème de leur société. Voilà, M. Achille, mon intervention de fin par rapport à cette belle thématique que vous avez bien voulu nous associer. Merci bien, Dr Abba. Merci, mademoiselle Taillou, pour vos interventions. Merci à M. Bébo. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Je crois qu'il y a eu de très gros soucis techniques aujourd'hui. Le changement de mentalité, la création d'une zone franche, dépasser la peur de se lancer, je pense que c'est des mots qu'on retiendra de cet échange. On va pour le moment passer la parole à nos participants. Donc, Rebecca, je te passe la parole pour nous relever ici les questions qui ont été posées par les participants. Merci Achille, merci à vous tous. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, merci, merci à tous pour vos interventions, merci à nos participants. Une fois encore, on a essayé de récupérer ce que nous avions perdu en route. Donc merci pour votre patience. Échange très enrichissant et je veux juste, avant de passer aux quelques questions, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, aussi évoquer, donc de partager, de ne pas rester seul, ça a été dit. On a aussi, via le Hub et via MSC, lancé cette formation en ligne, se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est gratuite et qui donnera aussi, qui peut aussi donner des outils complémentaires à ceux qui le souhaiteraient. Mais je mettrai tout ça dans le mail que vous recevrez avec la vidéo du jour. Alors, pour les questions, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser
dans l'onglet « Questions » qui se situe à droite de votre écran. On répondra peut-être pas de vive voix à toutes les questions maintenant. En revanche, on fera des réponses par mail. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous passent par la tête, à toutes les poser. Première question pour le docteur Abba. S'il vous plaît, pourriez-vous dire un petit mot ou en dire un petit peu plus sur les mécanismes qui ont été mis en place au niveau du ministère pour fluidifier la création d'entreprises au Cameroun? Allô, Rebecca, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Quels sont les mécanismes mis en place pour fluidifier la création d'entreprises au Cameroun? Je pense que dans mes propos introductifs, j'ai essayé de parler de certains dispositifs que les pouvoirs publics ont mis en place pour pouvoir favoriser l'éclosion des entreprises au profit des jeunes. Vous avez sans doute entendu parler des centres de formalité de création d'entreprises où en moins de 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Donc, je pense que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, avec d'autres administrations, en réalité, c'est un package où vous trouverez la justice, vous trouverez le ministère du Commerce, vous trouverez le ministère des Finances, où vous facilitez effectivement la création des entreprises. Donc ça, c'est un mécanisme, de mon point de vue, institutionnel pour fluidifier la création d'entreprises. Je ne sais pas si ça répond effectivement à la préoccupation posée. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour ça. Est-ce que Aurel ou Monsieur Bébou, vous voulez rebondir? N'hésitez pas à rebondir sur la question. Peut-être Aurel aussi sur l'expérience que vous avez eue, vous. N'hésitez pas à rebondir si vous le souhaitez. La question était celle des mécanismes que l'État met en place pour accompagner les entrepreneurs. Oui, tout à fait. Ok. Je vois même qu'il y a un bon nombre de programmes qui sont mis en place. La PME déjà met pas mal de programmes d'accompagnement, il y a des hackathons, il y a vraiment pas mal de programmes quand même qui existent. Et comme je le dis, je pense vraiment que le problème est lié à l'accès à l'information. Parce que je crois que ces jeunes-là ont une responsabilité aussi, dans le sens d'aller vers l'information. Et c'est pourquoi je dis également qu'il est important que les administrations puissent avoir des relais, en fait, puissent travailler avec des structures d'accompagnement, entre autres, qui puissent les aider à relayer l'information pour que le maximum de jeunes puissent accéder aux informations utiles pour eux, les événements qui arrivent, les programmes, etc. Voilà quoi. Maintenant, je crois que tout à l'heure, on parlait comment je veux dire, de mécanismes d'incitation. J'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations sur Internet. Il y a également des formations qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Pour peu qu'on puisse utiliser correctement l'outil informatique, on peut accéder à beaucoup d'opportunités.
qui sont mises à disposition soit par l'État, soit par des structures d'accompagnement, soit par des entreprises même étrangères qui mettent à disposition un grand nombre d'informations. Donc, il est très important, je pense que c'est vraiment le ministère de l'Éducation, les pouvoirs publics ont vraiment absolument intérêt à renforcer les formations en informatique dans les écoles pour que les jeunes puissent être friendly avec l'outil informatique, la recherche d'informations, l'exploitation de l'information, etc. C'est absolument important. C'est-à-dire que c'est indispensable aujourd'hui. Sinon, si on veut utiliser l'information, un webinaire comme celui-ci, il doit être on rend disponible des directeurs, etc., qui viennent parler. Ils parlent à qui en réalité? C'est censé être ces jeunes-là qui doivent justement être incités à entreprendre, etc. Mais est-ce qu'ils savent même comment on commence pour utiliser une application comme celle qu'on est en train d'utiliser pour cette activité? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour leur apprendre déjà même à découvrir ce type d'outils, à l'utiliser? Est-ce qu'ils ont même le nécessaire pour le faire? Est-ce que de partout, ils ont accès à une connexion Internet de qualité pour pouvoir suivre en live un webinaire comme celui-ci, pour pouvoir suivre un cours en ligne, fut-il gratuit, à distance? Est-ce que les coûts de la connexion Internet sont suffisamment accessibles pour que le jeune lambda qui est dans son village à Tchang et qui a envie d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat puisse accéder à du contenu en ligne facilement et pouvoir l'exploiter sans qu'il y ait des ruptures de connexion à chaque moment et tout. Est-ce que ça, c'est mis en place? Parce que sans l'infrastructure derrière, sans la formation de ces jeunes-là derrière, on aura beau mettre en place des programmes, etc. et tout, ce sont des privilégiés qui en bénéficieront. Et ces privilégiés-là ne sont pas toujours forcément ceux qui auront les meilleures idées capables de créer de l'impact. Vous allez voir peut-être un jeune dans son village qui ressent des problèmes sociétaux réels et qui a même envie d'y apporter des solutions, mais il ne sait même pas comment il peut commencer parce qu'il ne sait même pas qu'il y a des choses qui existent, il y a des programmes qui existent pour l'accompagner là-dedans. Et la façon la plus simple de mettre à disposition cette information normalement, c'est par Internet. Mais je veux dire pour démocratiser en fait cette information, mais est-ce que c'est-à-dire que les infrastructures sont là, est-ce que voilà. Donc je pense qu'il y a un gros travail là-dessus. Former les jeunes à l'informatique, je me souviens, moi j'ai fait l'école publique, j'ai fait l'école primaire publique, le lycée public, la maternelle publique et tout. J'ai eu un ordinateur peut-être 2 fois pendant tout mon cursus au lycée jusqu'en terminale. Je suis aujourd'hui, je peux dire que je suis informaticienne, mais ça, c'est parce que j'avais peut-être la possibilité d'avoir un ordinateur à la maison, j'étais curieuse et tout, mais si je comptais sur ce qu'on devait m'apporter à l'école en termes de notions en informatique, j'aurais pas pu, quoi. Je vois des étudiants à l'université, etc., en filière informatique même. Tu demandes à un étudiant en filière informatique peut-être de créer une adresse Gmail et puis c'est même pas, je veux dire, des choses basiques pour ne pas parler de quelqu'un qui fait peut-être lettres à Wakele, mais pourtant c'est quelqu'un qui, c'est pas parce qu'il fait lettres qu'il va forcément être journaliste à la CRTV, etc. Il peut créer une entreprise là-dedans, mais il va chercher l'information où il va se former ou s'il ne peut pas, puisque la plupart des formations aujourd'hui, pour capitaliser, il faut le faire en ligne. Comment il va faire s'il ne sait même pas utiliser assez bien les outils? Donc vraiment, aujourd'hui, la place de l'informatique, du digital et tout doit être
vraiment un axe majeur si on veut également pousser, inciter davantage les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Achille, merci. Merci Aurèle. Un axe majeur, mais pas... Ah. Comment? Rebecca, si tu permets, je vais rajouter 2 mots sur ce qui a été dit par le docteur Abba et par mademoiselle Taillou. Effectivement, je pense qu'on devrait pouvoir capitaliser sur les acquis. Quand je dis capitaliser sur les acquis, je vois ici une jeunesse camerounaise qui a chacun d'eux au moins un smartphone. Aujourd'hui, il y a des communes au Cameroun qui peuvent servir de relais. Quand je dis relais, c'est de dire que il y a des actions qui peuvent être prises pour donner l'accès justement à Internet, comme mademoiselle Taillou le disait, dans ces relais communautaires. Et faire un contrôle pour pouvoir bloquer l'accès à certains sites. On peut aujourd'hui faire une sélection en interne. Un travail préalable peut être fait en disant on va donner accès à 10 sites que, je dirais peut-être l'État ou d'autres experts auraient jugé être des sites intéressants et indispensables pour pouvoir accompagner les jeunes dans leurs projets respectifs. Donc, on peut juste bloquer l'accès pour ces 10 sites ou alors donner l'accès pour ces 10 sites et bloquer l'accès à tout autre type de site web pour contrôler au moins la navigation sur ces réseaux-là. J'ai ouï dire que le ministère des Postes a lancé l'accès à Internet dans une zone qu'on appelle au Cameroun la Silicon Mountain. Internet serait gratuit là-bas, je n'ai pas encore vérifié, mais c'est une très bonne initiative. Maintenant, il faudrait que ce ne soit pas la gratuité pour la gratuité, mais que derrière, on puisse encadrer en disant, OK, ce site qu'on vous donne, ce n'est pas pour que vous allez vous balader sur le net pour chercher des informations qui ne sont pas utiles, mais c'est pour aller sur un certain nombre de sites que nous, on juge pouvoir vous accompagner dans vos projets. Et je pense que ce travail peut être fait, n'est-ce pas, au préalable. Donc, on peut utiliser justement ce type d'initiative-là. On peut utiliser des relais communautaires, donc travailler avec les communes, que ce soit des communes rurales, pour accompagner effectivement ces jeunes en zone rurale qui, ma foi, ont souvent un smartphone. Ça, c'est une réalité. Qui ont souvent un smartphone et qui n'auraient pas besoin forcément de dépenser pour acheter un ordinateur, mais qui pourraient capitaliser le fait d'avoir un smartphone pour acquérir de nouvelles connaissances. Donc, voilà ce que je voulais un peu ajouter par rapport à l'intervention des deux panélistes. Merci, merci à chacun d'entre vous. Si tu permets, Achille, justement, sur ce que tu as dit, je connais par exemple un site qui s'appelle Opportunity Desk, où il y a voilà, des programmes, etc., internationaux et tout. C'est une mine d'or en termes d'opportunités. Quelque chose comme ça devrait pouvoir être fait ici pour ce qui est, par exemple, des programmes, des actions, etc., que l'État met en place à destination, voilà, pour inciter à l'entrepreneuriat ou pour les entrepreneurs, etc., pour faciliter l'accès à l'information. Parce que quand l'information est éparse, est diffusée ça et là, c'est difficile de la recouper. Or, si on sait qu'il y a un endroit où voilà, tout est publié, toutes ces informations sont publiées, c'est récupéré peut-être des sites des différents ministères et des différentes peut-être administrations pour être recoupé à un seul endroit, ça permettrait que voilà, tu parlais de capitaliser sur les acquis, mais tu peux avoir un smartphone, tu cherches où, tu cherches quoi, comment, il faut même pouvoir savoir qu'il y a tel ministère qui fait ça. Donc il faut un peu d'ordre, je pense, un peu d'organisation dans la diffusion de l'information pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès, quoi. Et ça, d'ailleurs, ce n'est même pas difficile à mettre en place parce qu'aujourd'hui, il y a quoi, plein de jeunes informaticiens là, à Polytechnique, à l'école des postes et télécoms, à la faculté, à Douala, etc. On peut leur donner simplement ça comme un concours. On dit, OK, développer, je ne sais pas moi, une plateforme ou un site Internet qui va permettre de diffuser toutes les opportunités
que l'État met à disposition des jeunes pour les inciter à l'entrepreneuriat ou à la disposition des entrepreneurs. On choisit peut-être une ou deux structures d'accompagnement pour accompagner ces jeunes-là dans ce concours-là. Voilà quelque chose de simple qui peut être mis en place aisément et donner un résultat concret pour faciliter l'accès à l'information aux jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Je fais un peu le maître du temps, donc vu que l'horloge tourne, je fais une dernière tentative pour Monsieur Bébaud. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voulez intervenir à ce sujet si votre micro arrive à se connecter à notre plateforme? Ah, suspense. Oui. On vous voit, mais on ne vous entend toujours pas. Bon, Monsieur Bébaud, je suis désolée. Si jamais vous arrivez à vous connecter, faites signe, hurlez. Nous serons ravis de vous donner la parole. Il y a une question orale qui fait suite à ce que vous venez tous de dire là. Accompagner les jeunes, savoir quoi regarder, enfin savoir avoir accès à Internet, mais savoir où regarder. Très certainement aller vers eux, avoir les infrastructures disponibles. Existe-t-il un réseau de mentors femmes au Cameroun? Ou comment parce que quand on est entrepreneur, on est souvent tout seul. C'est bien d'être entouré, de recevoir des conseils, que ce soit de ses pairs ou de quelqu'un qui a des yeux complètement extérieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui existe au Cameroun et nous faire un petit retour d'expérience là-dessus? Oui, alors il y a plusieurs réseaux qui existent. Il y a le réseau des technimènes, il y a parmi les réseaux que je côtoie, en tout cas, parmi les technimènes, il y en a plusieurs qui ont créé également des réseaux pour accompagner les femmes et même pas que les femmes aussi, les jeunes dans leur domaine, dans les villes où elles habitent. Il y en a à Boya, à Bamenda, à Douala, à Tchan et tout. Donc, il y en a quand même, il y en a pas mal aussi parmi nos auditeurs. Il y en a qui veulent en savoir plus, ils peuvent me contacter. Maintenant aussi, à Brain Booster, nous avons mis en place un réseau. Au départ, on a commencé un peu sur WhatsApp, mais on a décidé de migrer vers une plateforme beaucoup plus professionnelle qui permet de voir les profils des personnes qu'on a en face de soi. Ça permet de réunir en fait les professionnels de différents domaines. On peut avoir le FNE dans la plateforme, on a MSC qui est dans la plateforme, on a d'autres entrepreneurs. Ça permet une richesse des échanges, du partage et tout. Et puis derrière, il y a des événements qui vont en découler. Donc, on est en train vraiment de structurer les choses dans cette plateforme-là et tout pour la rendre la plus utile en réalité possible. Parce que l'expérience que j'ai eue, c'est qu'il y a également pas mal de réseaux où les choses sont un peu désordonnées, ce qui ne facilite pas ou n'incite pas aux échanges constructifs. Parce que le tout, ce n'est pas de faire partie d'un réseau. Je suis certaine même que les personnes ont dans leur entourage des connaissances qui peuvent leur être utiles dans tel ou tel aspect, mais ne s'en servent pas. C'est vraiment un constat qui est réel. On peut être dans une plateforme, personne ne dit rien à personne en fait. Et finalement, on peut être là à se tourner les pouces pour chercher une réponse à un problème. Et pourtant, dans la plateforme, dans le réseau, on a quelqu'un qui a la solution.
Donc, à notre niveau, on est en train de vraiment bien structurer, bien organiser cette plateforme et on intègre les professionnels qui ont vraiment envie de partager, qui sont ouverts, qui ont envie d'évoluer, parce que nos valeurs, c'est vraiment la communauté, l'amélioration continue de chacun, la créativité, trouver des solutions simples, créatives aux challenges qu'on a au quotidien en se servant de nos expériences personnelles ou des informations qu'on a partagées, des opportunités et tout. Donc, ceux qui aimeraient intégrer une communauté comme celle-là peuvent nous écrire. Je ne sais pas s'il y a un moyen de partager peut-être l'adresse mail à travers le chat. On peut partager l'adresse et puis ils peuvent nous écrire même le numéro de téléphone WhatsApp de la communauté pour nous écrire et on pourra les intégrer à cette communauté ou également leur recommander d'autres côtés intéressants selon leur centre d'intérêt et voilà quoi. Super. Je mettrai vos coordonnées dans le mail récap qui donne la vidéo demain avec quelques informations pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup. Je suis désolée, je dois faire le maître du temps parce qu'on a commencé en retard, donc on a le droit de grappiller quelques minutes, mais je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Donc, avant que chacun donne son mot de fin et que je redonne la parole à Achille pour ça, Docteur Abba, j'ai une question pour vous. Comment faire pour vraiment pousser les structures ministérielles à consommer local, c'est-à-dire plutôt à faire vraiment appel aux solutions locales, aux entrepreneurs locaux, donner un peu la chance aux produits et pas aller chercher au-delà des frontières. Est-ce que vous avez quel regard vous portez là-dessus et oui, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur ça? Si vous êtes encore là. Oui, en fait, je pense qu'au niveau de vous faites allusion à la commande publique, comment la commande publique peut cibler les entrepreneurs locaux. Une façon de dire que les marchés publics, s'agissant des commandes, des meubles, cela devrait, ou des fournitures, devrait être, la priorité devait être accordée aux jeunes entrepreneurs locaux. Ça, si c'est ça la question, je peux vous dire que le décret du Premier ministre et du gouvernement sur l'approche à haute intensité de main-d'œuvre, effectivement, met l'accent sur cela pour inciter chaque fois qu'il y a un investissement de l'État ou un investissement au niveau national, cet investissement devrait mettre l'accent davantage vers la haute intensité de la main-d'œuvre ou les ressources locales. Donc, haute intensité de la main-d'œuvre pour faire appel effectivement à la force productive nationale, mais aussi aux ressources nationales qui pourraient effectivement faire usage de ces ressources que nous disposons. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs autres initiatives qui vont dans ce sens-là pour amener les jeunes à pouvoir participer au développement de leur pays, à participer à la réalisation de la commande publique. Je citerai un autre exemple qui est un exemple patent. Par exemple, si davantage il y a un investissement qui est opéré au Cameroun, que ce soit de l'initiative privée ou de l'État, s'agissant par exemple de la place que devrait occuper la main-d'œuvre locale et ou les travailleurs de nationalité camerounaise, notre ministère en charge de l'emploi, le ministre a l'habilitation de signer le contrat des expatriés pour pouvoir répondre à une demande dont la main-d'œuvre nationale ne pourrait pas satisfaire. Ou si vous voulez, si jamais il n'y a pas de Camerounais qui puissent exercer de tels métiers, en ce moment, le contrat peut être signé. Mais une avancée dans cette optique, c'est que dorénavant, le ministre exige
une attestation de carence de la part de l'employeur pour tout simplement vous montrer ô combien l'administration ou l'État veille à ce que les Camerounais travaillent. Il est évident, même si vous voulez créer votre entreprise en tant que chef d'entreprise, vous êtes les bienvenus, mais à mesure où vous convoquez, vous demandez la main-d'œuvre, alors chaque fois que la main-d'œuvre à résoudre, est-ce que la main-d'œuvre locale n'est pas disponible? Est-ce que vous pouvez présenter une carence de l'indisponibilité de cette ressource-là? Donc, une façon de dire que la porte est ouverte pour que davantage les jeunes puissent travailler. Et si davantage ils n'arrivent pas à créer leurs entreprises, mais s'agissant de la création davantage des entreprises à travers la passation des marchés ou la commande publique, je pense qu'une place de choix est également accordée par rapport à la sous-traitance. Donc, même si pour les marchés de au-delà de 50 milliards, les gros marchés, et souvent il y a une procédure qui voudrait que une partie de ce marché soit réservée aux investisseurs locaux, aux investisseurs nationaux. Voilà ce que je peux dire, Rebecca, par rapport à cette interrogation. Merci beaucoup. Donc, l'initiative à encourager. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça mériterait qu'on ne fasse une deuxième rencontre. Mais pour l'heure, je voudrais remercier tout le monde. C'était très intéressant. Monsieur Bebo, je suis désolée parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu. On réorganisera quelque chose ensemble. Je répète donc que vous allez recevoir un mail avec l'enregistrement de la session du jour et avec quelques liens utiles, que ce soit vers la formation, se lancer dans l'entrepreneuriat, qui seraient peut-être des outils utiles, le hub, les contacts de Brain Booster, tout ça pour que vous puissiez utiliser ce dont vous avez besoin. Merci infiniment. J'étais ravie d'être parmi vous et je vais, pour le mot de la fin, redonner le flambeau à Achille. Merci à tous, merci aux participants, merci aux panélistes d'avoir bien voulu partager avec les participants et nous l'expérience aussi bien en tant qu'organe qui régule et qui accompagne que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Merci au FNE qui a également donné son accord et qui a été présent. Malheureusement, les problèmes techniques n'ont pas permis que nous puissions échanger. Merci à Mademoiselle Taïou, qui est un entrepreneur avec beaucoup de fougue, qui est un exemple justement pour la jeunesse camerounaise, pour les jeunes, la fille camerounaise. On retient justement de cet échange qu'il faut pouvoir accompagner les jeunes Camerounais de la base à acquérir non seulement les compétences, mais également tout ce qui est soft skills en termes de leadership, en termes de management, et voir dans quelle mesure lever le verrou, justement, des barrières culturelles pour permettre à la jeune fille également de s'exprimer sur le marché de la création d'entreprises. Donc, merci à vous tous d'avoir participé à cet échange et à très bientôt. Merci Achille, au revoir. Merci à Rebecca, à Mamzelle Taïou, et à très bientôt. Merci. Ok, merci, à bientôt. À bientôt. Ok, bye.